vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir, bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h comme tous les jours, on espère que tout va bien chez vous. Ça va Philippe David ? Ça va, mais je dois dire que j'ai une estime encore plus élevée de vous aujourd'hui qu'hier soir à la même heure. Ah bon, c'est possible? Ah bon ? Oui, parce que... Mais de qui parle-t-on ? Mais de vous. Ah bon ? Parce que j'ai appris, vous m'avez appris... Non, sans le savoir. Alors, je vous explique. Oui. Sans le savoir, j'adore. C'est terrible. Ouais. Hier, je devais faire l'interview de Bruno Le Maire. On est à table l'un à côté de l'autre. Il se lève pour faire un discours et son téléphone est posé sur la face, sur la nappe, en fait. Et pendant qu'il parle, son téléphone sonne. Donc moi, j'attrape le téléphone sans regarder qui c'est et je coupe le téléphone. Voilà, c'est tout. Et je donne le téléphone à son dircab. Et son dircab éclate de rire et c'était Emmanuel Macron. Pourtant, il lui parle plus. Officiellement, il lui parle plus. C'est donc, bien, Cécile. Il se parle puisqu'il l'a rappelé juste après pour le dire. Et j'ai dit, j'indiquerai cette séquence dans mon CV. La dame qui a raccroché au nez d'Emmanuel Macron. Là, il y a des hommes avec des casques et des flingues qui arrivent dans le studio. Et c'est quoi cette petite lumière rouge que vous avez sur le front tous les deux? Mamma mia! Ah, mais cette histoire vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, c'est drôle, donc je ne savais pas sans le savoir. Voilà, j'ai fait un acte de bravoure, c'est pour certains en tout cas. Non, voilà, de bravitude. Faut parler comme Ségolène Royal pour faire plaisir à Là, Françoise j'aime Devois. pas vraiment. Là, vous commencez à devenir. Non, ça peut pas commencer comme ça à 17h03. Je vous Non. le dis tout de suite, Philippe David. Voilà, c'était l'anecdote Vous le du dites. jour. On y va les amis, le sommaire de oui. cette émission à 17h30, le grand débat du jour. Nouvelle recrue pour le Rassemblement National. L'ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Mathieu Valère, rejoint la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes. Avant lui, l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, mais aussi l'essayiste Malika Sorel, qui avait déjà rallié le Rassemblement National. C'était en mars dernier, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que le RN frappe fort avec ces 3 ralliements? Est-ce que la dédiabolisation est terminée? Est-ce que leur arrivée donne plus de crédibilité à ce parti européenne? L'arrivée d'experts va-t-elle mettre fin au procès en incompétence contre le RN? Vous dites oui à 53% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et Aude est déjà dans les starting blocks et elle ne vous raccrochera pas au nez, même si vous appelez Emmanuel Macron, contrairement à Cécile de Ménibus. Allez, les coups de projecteur des vraies voix, ce sera à 18h30. Faut-il renforcer la responsabilité pénale des parents de mineurs radicalisés qui passent à l'acte? Proposition formulée par Le Point dans une tribune du Cercle Droit et Débat Public, texte signé par d'anciens ministres et responsables du Conseil constitutionnel notamment. Le milieu familial et le quartier jouent un rôle au moins aussi puissant que les plateformes numériques dans ce séparatisme juvénile. C'est ce qu'ils écrivent, d'où leur idée de traiter la négligence ou les manquements des parents d'une façon comparable à la notion de complicité. Alors parlons vrai, est-on désarmé face aux multiples facteurs de radicalisation? Craignez-vous de voir apparaître des actes terroristes menés par des adolescents? Les parents ont-ils la clé avec leurs enfants? Et à cette question, pour vous, l'endoctrinement des mineurs vient, vous dites, à 70% de la cellule familiale, à 16% des réseaux sociaux, à 12% des fréquentations et à 2% de l'école. Vous voulez réagir? Encore et toujours, le 0826 300 300. Et Claude Moniquet sera avec nous, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et bien entendu, Philippe Bilger pour nous accompagner. Monsieur le président de l'Institut de la Parole, bonsoir. Bonsoir, ma chère Cécile. Alors, j'ai compris qui étaient les experts. J'ai eu un doute quand vous aviez formulé le sujet. Ouais. Ah bon. J'aurais une petite chose à dire sur cette qualification d'expert. Ah ben, mais écoutez, très Ah là bien, là, très il bien. commence parce que- les vacheries, t'as vu, il a son visage poupon. Oui, c'est ça. Et quand il a son visage poupon avec les yeux qui frissent, c'est que la De vacherie toute n'est pas façon, loin. Oui. on le sent. Quand On on, le sent. annonce les experts, on sent qu'il sera mécontent. oui. ou Non, content. mais voilà, pas on du le tout, sent. ma chère Cécile, mais On je le sent. dirais que la question est remarquable. C'est ça. Non, vous êtes un Françoise jésuite, Devois. en fait. Non. Vous êtes un vrai jésuite. Si, Ouais. c'est la réalité. Oui, vous ma l'avez chère déjà dit amie. pour moi. Bonsoir Françoise Degois. Salut Bonsoir. les amis. Comment ça va? Bonjour madame qui a raccroché au nez de Emmanuel. Ouais, bon, écoutez, Hein ça peut Des arriver. fois qui ne seraient pas au courant que c'était vous, on peut le redire et le re-redire. C'est Mais je sais pas, Minibus. C'est le Minibus.
ministre lui a peut-être dit. Du coup, j'ai effectivement avoir un point rouge au milieu du crâne. Farid Tensamini est avec nous. Bonsoir, super. Farid. Bienvenue. Petit nouveau délégué général du think tank France Fier et porte-parole de Banlieue Plus. On est ravis de vous accueillir ce soir. Ça fait super plaisir. C'est votre première. Vraiment. Tout à fait. Vous êtes venus les mains vides, sans cadeau, sans rien? Tout dépend de comment l'émission va se passer. Je vous arrête ça, c'est pour le qui c'est qui l'a dit. Elle veut voir si vous la rincez encore plus que Billy Gère. Oui, non, En mais c'est général, incroyable. je dénonce les banlieues, maintenant on les invite. Quel mot. On vous met en Tout fout le camp. face des réalités. Et ce numéro de téléphone 0826 300 300 et c'est d'Adrien qui est avec nous de Brest. Bonsoir Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, Salut merci de Adrien. m'accueillir. Bienvenue Salut. à Adrien, on est Bonjour, ravis de vous bonjour. accueillir. Bonjour, Dans un bonjour. instant, on parle de quoi? On parle de l'abandon, de l'esprit plutôt, de l'institution, de l'école. Ah oui, on en parle dans un instant, vous bougez pas, 0826 300 300, tout de suite le répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Arnaud. À propos des téléphones portables dans les collèges ou lycées, pourquoi ne pas mettre des brouilleurs à l'entrée des classes, ce qui serait peut-être un compromis entre une petite liberté de consulter les téléphones à la récréation et celui de forcément pouvoir travailler en classe tout en gardant le téléphone sur soi, comme ça il n'y aurait pas le problème du vol. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup Arnaud. C'est vachement bien comme idée. Hein, Oui, le quand problème même. du brouillard, c'est Oui, que mais vous pouvez allez pas- brouiller les téléphones des profs aussi. Oui, c'est vrai, vous avez Mais raison. vous avez c'est raison. incroyable de voir à quel point les portables deviennent un problème crucial. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement demander à l'entrée d'une classe de déposer les Mais portables non, dehors ou de laisser le portable à la maison. Oui, oui. Non, pas Non, à la mais maison. à la maison, non, il y a non. Il y a pas problème de raison. sécurité Non, aussi. parce que c'est bien pour les À enfants. l'entrée des classes, quoi. Ouais. On laisse les Oui, portables. oui, comme on laissait les colts à l'entrée du salon. Non, non, mais je plaisante pas, c'est une très bonne idée. Non, Bien non, sûr. c'est vrai. C'est une bonne Le idée, mais Colt, c'est. ça pose d'autres difficultés. La responsabilité de qui garde les portables. portables. Bah, le Je prof. suis pas certain que les enseignants justement Le veulent. le veulent, veuillent. pour une raison très simple, c'est que accumuler ça fait quand même Beaucoup d'argent. potentiellement beaucoup d'argent effectivement. Et Mais au moins à l'entrée de la classe. Dans Mais la non, classe, Ça veut dire que devant. vous devenez une Absolument. cible. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire braquer parce que vous avez tout C'est le que matos d'une classe de 30. c'est ça concrètement, vous avez récupéré l'ensemble des téléphones, les 30 téléphones. Le cours s'arrête, donc sonnerie, les gens, les élèves commencent à sortir de la classe, et là du coup, vous devez vous-même vérifier qui reprend quoi. Oui, ça c'est vrai. Et donc il y a un véritable raison. souci. Néanmoins, ça se passe pour les examens. Lorsqu'on passe le baccalauréat, on demande aux élèves de remettre le mais téléphone. c'est une fois à par l'entrée. an, Farid. Mais c'est une fois par an, effectivement. Ouais, non, mais il faut Ou trouver au une moins solution. de les couper peut-être. Au moins, Ça c'est le minimum. Vous demandez de C'est le l'éteindre. minimum. Voilà, vous le posez sur la table et vous demandez de l'éteindre. Voilà, Voilà. je sais pas. De toute façon, il y a des solutions. Ouais. Ah. Bon, Qu'est-ce qu'il y a, écoutez, Philippe Bilger, Qu'est-ce arrêtez qu'il de y a, faire votre Philippe cinéma Bilger parce que en pleine émission, vous passez votre journée et votre temps à Jamais. consulter. Ah, à je consulter fais votre- très attention Ouais. aux vraies voix. Ouais. Et d'ailleurs, Il sait que depuis je n'aime des pas ça. années, je ne regarde plus mon portable quand je dîne, quand je déjeune. Ah oui, ça, Sinon, c'est ça. je me fais vivement réprimander. moi aussi, moi, je le Juste fais. Moi, je le fais à Heureusement qu'on l'idée. n'a pas un détecteur de mensonges. Hein. Non, mais Ah non, t'imagines un je- peu, il serait dans le rouge, je ça ne fait mens bip. pas, je ne mens pas plus là-bas qu'ici. Philippe Bilger, je suis un peu sa mère en fait. Ouais, ouais, ouais. Dès que vous faites une connerie, Cécile et c'est moi, tac. on est un duo irréprochable. C'est ça, Ouais, c'est ça. sûr, ouais, ouais. Allez, Non, où sont les Cécile, ballettes oui, vous, non. Non, où sont les ballettes Regardez, ça il y a va. les- il y a les liasses Farid, qui vous traînent. inquiétez pas, vous allez peut-être rentrer dans le lot. En tout cas, Françoise et Philippe, pour l'instant, ça se décide encore. Le conseil de, Oui, de classe on n'a vous pas, laisse. n'a pas acté le truc. Allez, Adrien de Brest est avec nous. Adrien, sur ouais, cette l'école. l'abandon de cet esprit d'école. Adrien. Adrien, vous êtes là? Adrien. Allô, Adrien. Ça se trouve, il est parti, Adrien. Ah non, on va le retrouver, Il est Adrien. dans la cuisine en train de se faire un gros sandwich et il veut pas nous le dire. C'est vrai que Adrien. cet esprit de l'école est en train d'un peu de... On l'a Ah, il est là. retrouvé. Adrien, Ah, on a Adrien. retrouvé Adrien. Oui, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais coupé le micro. Ah ouais. C'est l'esprit de l'école, donc, selon vous. Oui, donc moi, entre les faits que l'on me rapporte et que je vois à travers les différents médias, je fais un parallèle avec mon propre vécu en tant que collégien, même lycéen. Hum. Je trouve que les professeurs ne sont plus écoutés comme nous, moi, ma génération et celles qui m'ont précédé, étaient écoutés. Voilà. Et on donne plus, je trouve, le pouvoir aux professeurs.
Voilà. Ouais. Bah, ils ont du mal à le prendre, surtout face à des élèves Philippe Bilger. Est-ce que le premier problème d'une classe, c'est pas la discipline déjà? Parce que pour enseigner, il faut pas qu'il y ait du brouhaha, du bruit et c'est évident. Il y a toute une périphérie qui n'est pas faite pour favoriser l'enseignement, à supposer qu'aujourd'hui on s'attache aux fondamentaux. Mais ce que vient de dire Adrien, j'évite le calembour inévitable qui, si vous aviez de la culture, vous le feriez. Bah allez-y. Non. Vous avez de la mémoire, Adrien. Voilà, bravo, François. Marguerite Yourcenar, le plus bon roman du monde. Il développe en peu de mots ce que tout le monde constate. Alors, c'est-à-dire en gros que le professeur a été remplacé par l'élève. Moi, je veux bien qu'on arrête avec ce tableau aussi apocalyptique, parce qu'il y a des endroits où c'est comme ça, mais il y a quand même une majorité d'endroits où les professeurs ont aussi du respect et reçoivent du respect de leurs élèves. Il faut quand même pas exagérer. Je veux dire, c'est pas OK Choral partout dans tous les établissements scolaires. Et je pense vraiment que les profs, en fait, ils ont besoin. Là, j'entendais Gabriel Attal qui veut remettre des conseils de discipline dès le primaire. Mais ils ont surtout besoin de psychologues, de médecins et de professeurs formés. Allez, Farid. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant. En réalité, moi, je suis enseignant, par exemple. Je donne des cours. Moi, j'ai pas aucun souci de discipline dans ma classe. Oui, mais vous êtes grand et baraqué. La classe est sacralisée, il faut bien le savoir. Néanmoins, il faut quand même le reconnaître, vous avez parfois des enseignants qui sont peu formés, voire pas du tout formés. Et effectivement, là, la difficulté... Alors moi, je ne suis pas un enseignant de formation, même si je suis arrivé sur le tas, mais mon expérience personnelle fait que j'arrive à assumer une certaine autorité. Mais vous avez effectivement des collègues qui ne peuvent pas, qui viennent d'arriver. Ouais. Et la grosse difficulté, à mon avis, c'est également le rapport avec les parents d'élèves. Oui, sauf que vous, on n'a pas envie de vous chercher des noises. Non, probablement. C'est pas le problème d'être baraqué ou pas. Mais non, je suis d'accord avec Farid, c'est plutôt la question de ce qui se dégage. Non, mais c'est l'incarnation, c'est l'incarnation. Mais l'incarnation, tu peux avoir, t'as des profs tout petits qui font 1m60 et tu ouvres de pas de la taille, je dis l'incarnation. L'incarnation dans l'histoire. On a permis une chose, à mon avis, et ça a été une grosse erreur, c'est que quel est aujourd'hui le rapport du parent d'élève face à l'enseignant? De mon temps, l'enseignant était quasiment sacré chez mon papa. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. D'accord. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Laissez les trois mots dans l'actu. Qu'Adrien de Brest, il est du tonnerre. Je suis en train de parler. Les trois mots dans l'actu dans un instant avec Félix Mathieu, maîtresse d'école, je vous l'ai dit. De toute façon, je l'assume totalement. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Et je ne me soigne pas, c'est ça qu'il faut. On parle de quoi, Philippe? Non. Il m'interdit de me dire mon réquisitoire. Allez-y. L'inégalité des talents. Eh ben voilà. Ouais. Merci Philippe. Ça, c'est sûr, on a une démonstration parfaite ici. Excusez-moi, taisez-vous. Très juste. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix. Les vraies voix. Excusez-moi, on parlait d'école tout à l'heure, mais là c'était la récréation. Voilà, c'est ça. On cherche le niveau de développement de chaque adulte autour de cette table. Je pensais que Philippe David était quasiment au niveau anal, mais bon. Ah oui, d'accord, ça démarre fort. Non, mais vous ne parlez pas des annales, parce qu'il ne connaît pas. C'est ça. Il n'y a qu'un écart d'une lettre. Moi, j'ai envie de dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, on voit même Philippe, c'est ça le problème. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degault est avec nous et Farid Tamsani est avec nous, délégué général du think tank France Fier et porte-parole de banlieue plus. Pardon. Ah, vous me faites bafouiller tellement je rigole. Allez, dans un instant, les trois mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on? De la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la Suisse pour inaction climatique, de Gabriel Attal qui annonce un sursaut de la société après les affaires dramatiques de tabassage devant des collèges, et puis du match PSG-Barcelone sous haute sécurité demain soir en Ligue des Champions. En 3 mots, ça donne climat, sursaut et match. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous les requérir, monsieur le procureur, sur l'inégalité des talents suite au débat d'hier soir entre Valérie Ayé et Marion Maréchal. En effet, hier, je ne me rappelais plus qu'il avait lieu sur CNews hier soir. Il y a un débat entre Marion Maréchal et Valérie, on dit Ayé, hein? Ayez pas peur. Et j'ai évidemment...
c'était hallucinant de voir comment cette tête de liste macroniste, sur le plan de la forme et de la technique du débat, a été complètement laminée par Marion Maréchal, à partir sans doute d'une méconnaissance du fond européen en ce qui me concerne. J'ai d'ailleurs conscience d'être excessivement sensible à la forme, comme si en réalité le fond n'existe pas quand je regarde un débat. Mais je me suis dit, mais quelle terrible inégalité des talents que parfois on peut remarquer lors des vraies voix au cours de certains débats. Mais là, c'était hallucinant de voir cela, comment Marion Maréchal, sur le plan du talent pur, a complètement écrasé Valérie Ayé, et bien sûr, d'autres qui sont plus mûrs que moi auraient attaché de l'importance au fond, même s'il avait été très médiocrement exprimé. Donc je m'accable d'une certaine manière, mais je continue à cultiver ce regret pour les médiocres de l'absence de talent. D'abord, je pense que Valérie Ayé, elle n'a pas une absence de talent, elle a une absence d'entraînement. Valérie Ayé, elle était députée européenne pendant des années, et Marion Maréchal, elle a l'entraînement des médias nationaux. Je veux dire, c'était une courge, Marion Maréchal, quand elle a commencé dans la carrière. Franchement, les premières... C'est votre point de vue, hein. Mais bien sûr, mais c'est moi qui l'ai bien, c'est le mien, donc je l'assume. Et vous le partagez. Mais je le partage. C'est pas, et en plus de ça, c'est la vacuité incarnée. Alors sur le fond, c'est bien dommage que vous regardiez pas. Après, moi, je suis pas une défendresse de Valérie Ayé, parce que je pense que c'est le pire choix qu'aurait pu faire Emmanuel Macron. C'est encore pire que Nathalie Loiseau. Mais il y avait personne d'autre qui voulait y aller. Mais bien sûr, mais parce qu'elle n'a pas cet entraînement-là, je suis pas sûr que ce soit un problème d'inégalité de talent. Je pense que c'est un problème d'entraînement, d'exposition. Vous vous rendez compte que elle est balancée dans la fosse aux lions avec une mission impossible, c'est-à-dire maintenant essayer de réduire les 14 points d'écart entre la liste Rassemblement National qui marche sur l'eau et sa liste qui est plombée, mais pas par elle. Elle est plombée par Macron, elle est plombée par Attal, elle est plombée par la situation internationale. Donc il n'y a pas un problème d'inégalité de talent, il y a un problème d'inégalité d'entraînement. C'est ça, je pense. Moi, j'entends très bien, mais dans ces cas-là, pourquoi accepter ce débat-là très tôt et face à Marion Maréchal Le Pen? Parce qu'elle a besoin de notoriété, c'est simplement ça, c'est uniquement pour ça. On s'aperçoit, et là je suis complètement d'accord, en réalité, selon moi, elle a davantage perdu qu'est-ce qu'elle aurait pu rattraper face alors pas Marion Maréchal Le Pen, mais face à la liste Rassemblement National. Le 2 mai, elle va moi, j'ai l'impression que elle s'est tiré une balle dans le pied à travers ce débat. On a le temps. Je voulais juste dire que peut-être qu'elle s'est peut-être tiré une balle dans le pied, mais elle a 5% dans les sondages. Allez, donc, on y restons calmes quand même. Plus tout à fait. Vous allez voir. Les amis, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont climat, sursaut et match. C'est une première, un État, la Suisse, condamné pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. Gabriel Attal promet un sursaut contre les violences en ce jour d'obsèques de Chemseddine, le collégien tabassé à mort à Viry-Châtillon la semaine dernière. Et puis sécurité considérablement renforcée pour le quart de finale de Ligue des Champions PSG Barcelone demain après des menaces du groupe État islamique. Les vraies voix Sud Radio. C'est un jugement inédit de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle condamne un État, la Suisse en l'occurrence, pour inaction climatique, ou en tout cas pour action climatique insuffisante. Décision juridiquement contraignante. Donc la Suisse devra redoubler d'efforts sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Elle devra aussi payer 80 000 € de frais de justice aux plaignants. L'association Les Aînés pour le climat suisse reprochait à la Confédération helvétique une inaction incompatible avec les droits à la vie, à la santé et au bien-être, comme l'explique Anne Marer, coprésidente de cette association, qui salue la décision à la sortie. Nous pouvons être très fiers. La Cour nous a reconnu nos droits fondamentaux à un climat sain et à ce que notre pays fasse ce qu'il n'a pas fait jusque-là, c'est-à-dire prenne des mesures ambitieuses pour protéger notre santé et protéger évidemment l'avenir de tous et de toutes. L'arrêt total fait 300 pages. Effectivement, nous allons nous y plonger plus précisément. Mais l'arrêt aujourd'hui est un arrêt historique. Maintenant, nous allons rester très attentifs à ce que la Suisse mette en œuvre la décision. Anne Marer des Aînés pour le climat suisse au micro AFP de Julien Sangel et Sébastien Saug. Greta Thunberg, de son côté, présente à Strasbourg, salue un début en matière de contentieux climatique. En revanche, 2 autres requêtes ont été rejetées, celle d'un ancien maire français contre la France et puis surtout celle de jeunes Portugais contre 32 États. Et puis le deuxième mot, sursaut, celui par Gabriel Attal contre les violences. En ce jour d'obsèques de Chemseddine, ce collégien de 15 ans tabassé à mort la semaine dernière à Viry-Châtillon, le Premier ministre promet une réaction forte de l'État. C'était lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale
nationale. Gabriel Attal annonce un plan qui sera présenté dans les prochaines semaines sur la parentalité et l'éducation nationale. C'est la nécessité, effectivement, d'une forme de ressaisissement sociétal face à une violence qui commence beaucoup plus jeune et des mineurs qui, de plus en plus tôt, se livrent à un certain nombre d'actes qui sont totalement inacceptables. Il n'y aura jamais dans notre pays de droit à tabasser, de droit à frapper, de droit de s'en prendre à un garçon parce qu'il aime une jeune fille, de droit à s'en prendre à une jeune fille parce qu'elle n'épouse pas les mêmes convictions, y compris religieuses. Oui, il faut ce sursaut dans notre société. Le chef du gouvernement tout à l'heure à l'Assemblée nationale. On passe au rolling IFOP fiducial des européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Le PS creuse l'écart avec les autres listes de gauche. 12% plus 1 point pour la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann. Les écologistes de Marie Toussaint en perdent un. Au contraire, à désormais 5,5%. Ils se font doubler par Reconquête, plus 1,5 point pour Marion Maréchal, à désormais 6,5%. La France Insoumise de Manon Aubry reste à 7,5% et se fait doubler par la liste Les Républicains de François-Xavier Bellamy, à désormais 8%, plus 1,5 point par rapport à hier pour LR. En tête, le RN de Jordan Bardella reste à 32%, devant Renaissance, Modem, Horizon, UDI. La liste macroniste de Valérie Hayé en recul, elle, d'1,5 point à 18,5% désormais. Un euro rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI, à retrouver donc tous les jours à partir de 17h sur sudradio.fr. Et puis le troisième mot, Gérald Darmanin annonce une sécurité considérablement renforcée sur le match PSG-Barcelone de demain au Parc des Princes. Oui, une agence de communication du groupe État islamique a menacé les quarts de finale de la Ligue des Champions, d'où cette annonce du ministre de l'Intérieur. Le préfet de police avec lequel je me suis entretenu très tôt ce matin a renforcé considérablement les moyens de sécurité et la DGSI est particulièrement à pied d'œuvre, sans rentrer dans le détail, pour évidemment être au rendez-vous d'un renseignement préventif, s'il le faudrait, curatif. À part cette menace caractérisée, évoquée publiquement par l'État islamique, je n'ai pas, et je le dis en franchise, d'éléments précis. On ne sait pas quel est le lieu qui peut être particulièrement touché, dans quelles conditions. Une déclaration de Gérald Darmanin, en tout cas à 100 jours des JO, dont il présentait le plan de sécurisation avec notamment une zone antiterroriste cet été dans l'hypercentre de la capitale, zone qui sera bouclée par les forces de l'ordre, accessible avec un QR code inaccessible par exemple au fichier S. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, à tout juste 2 mois du vote des élections européennes, l'ancienne figure des syndicats de commissaires de police, Mathieu Vallet, s'allie au RN, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que le RN frappe fort avec ses 3 ralliements, puisqu'il y a également Malika Sorel et Bruno Leggeri? Est-ce que la dédiabolisation est terminée, puisque des personnalités n'hésitent plus à rejoindre une liste RN pour les européennes? Est-ce que leur arrivée donne de la crédibilité à ce parti? À cette question, l'arrivée d'experts va-t-elle mettre fin au procès en incompétence contre le RN? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir? Un seul numéro, le 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ravis de vous retrouver avec un petit nouveau autour de cette table. Farid Samani qui est avec nous, on est ravis de l'accueillir. Dans peu de temps, s'il est intègre. Excusez-moi, il n'y a pas que le qui c'est qui l'a dit dans ces 2 heures d'émission. La vérité, c'est qu'on vient que pour ça, en fait. Nous, vous pouvez repartir, on vous rappelle à 17h50. Il y a tout ce qui nous emballe, il y a tout ce qui est en bas, et au milieu, il y a le qui c'est qui, c'est tout. C'est et Philippe Bilger, bien entendu. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Aujourd'hui, on rassemble toutes les personnes qui veulent travailler pour redresser le pays, toutes les personnes de qualité. J'ai la fierté de rejoindre le grand mouvement populaire de Marine Le Pen et Jordan Bardella sur sa liste aux élections européennes du 9 juin. Sur la lutte contre l'immigration que connaît notre pays et notamment l'Union européenne avec Fabrice Leggeri. Malika se retrouve sur la liste du Rassemblement national. C'est parce que c'est une cohérence, c'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, je ne travaille pas pour des hommes, mais pour la France. Je rejoins un grand mouvement populaire qui a la prétention de changer et qui démontre et qui démontrera qu'il peut changer la vie de tous ces Français. Et donc cette nouvelle recrue pour le Rassemblement national, l'ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Mathieu Vallet, qui rejoint la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes. Il sera numéro 3. Avant lui, l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, et aussi l'essayiste Malika Sorel, qui avait aussi rallié le Rassemblement national. C'était en mars dernier. Alors parlons vrai. Est-ce que le RN frappe fort avec ses 3 ralliements? Est-ce que la dédiabolisation est terminée, puisque des personnalités n'hésitent plus à rallier le RN? Est-ce que leur arrivée renforce la crédibilité de ce parti? L'arrivée d'experts va-t-elle mettre fin au procès en incompétence contre le RN? Vous dites oui à 54%.
Vous voulez réagir, un seul numéro, le 0826 300 300. Philippe Bilger, forcément tous ces experts entre guillemets sur leur propre sujet donnent un peu plus peut-être de corps au Rassemblement national. Franchement, je ne suis pas ébloui par le fait que sur la liste du Rassemblement national arrivent les 3 personnalités dont vous avez parlé. Je ne sous-estime pas du tout Fabrice Légéry. Je pense que c'est une personnalité compétente dans son domaine, mais je rappelle, c'est l'immigration. Oui. Il a été patron de Frontex. Tout le monde ne le sait pas. De la même manière que Malika Sorel et Mathieu Vallet, mais je ne les qualifierais pas d'experts. Ce qui laisserait penser à une sorte d'affirmation de vérité objective et incontestable. Ce sont des personnalités engagées qui ont de la compétence, je n'en disconviens pas, mais qui vont perdre, en ce qui concerne Mathieu Vallet par exemple, clairement il va perdre une sorte de crédibilité puisqu'il va passer d'un syndicat très engagé où il disait des choses de mon point de vue intéressantes à un esprit partisan où il sera écouté bien sûr par ses soutiens mais beaucoup moins au-delà. Donc je ne surestimerai pas l'apport de ce que vous appelez les experts. Françoise Degois. Ce qui est probant, je mets pas je mets pas les recrutements sur le même niveau. Mathieu Vallet, c'est d'ailleurs très marrant de voir comment il a muté en 24 heures. C'est-à-dire qu'il est passé du costard de syndicaliste très engagé à celui, si vous voulez, de politique avec les éléments du parti, les éléments du langage. C'est incroyable. Les punchlines, pas simplement que ça. Je veux dire, c'est toute la pensée frontiste. Bon, voilà. Vallet, pour moi, c'est de la roupie de Sansonnet, comme Malika Sorel. Non, ce qui est indicateur pour Fabrice Légéry, qui est un haut fonctionnaire, c'est de voir à quel point c'est pas vraiment le Front National qui est attractif. Oui, bien sûr, électoralement, donc tout le monde va à la soupe parce qu'elle est bonne. Je pense notamment à Malika Sorel. Mais c'est de voir que ces gens-là, en fait, à la base, ils auraient eu leur place plutôt chez les Républicains, ou plutôt chez Emmanuel Macron. Si vous prenez quelqu'un comme Fabrice Légéry, son chemin politique, s'il avait dû en avoir un, c'était plutôt Macron ou plutôt Bellamy, plutôt cette liste-là des Républicains. C'est dire à quel point finalement la droite classique, dans ce cas-là, de classique, est démonétisée. C'est ça que je pense. Par ailleurs, je ne crois pas du tout, Fabrice Légéry, on le connaît pas, mais Malika Sorel et Mathieu Vallet, je ne pense pas une minute que ça fasse bouger quelque chose dans l'opinion sur le fait que ce parti serait plus crédible qu'avant. Ça, je partage l'avis de Philippe Bilger, ça change rien à la cacahuète. Mais ça dit quelque chose d'un mouvement de démonétisation de la droite classique. Farid Temsamani. Oui, à part l'ancien patron de Frontex, qui potentiellement apporte une véritable compétence en réalité à la liste de Jordan Bardella, les deux autres, pour moi, en fait, n'apporteront pas grand-chose. Tant d'un point de vue des compétences que même électoralement. L'un et l'autre, en réalité, ne sont pas forcément... c'est pas une véritable prise de guerre. Par contre, est-ce que ça dédiabolise complètement la liste du Rassemblement national ? Un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez une petite musique qui s'installe, notamment chez les hauts fonctionnaires, en disant, voilà, la question, il y a encore quelques années, de dire... on ne pourra jamais travailler avec le Front National et maintenant le Rassemblement National. Aujourd'hui, petit à petit, vous avez des hauts magistrats, vous avez également des hauts fonctionnaires, des préfets ou des anciens préfets qui vous disent potentiellement, pourquoi pas demain ? Et c'est quelque chose de relativement nouveau. Et à mon avis, c'est en cela que... On ose le dire maintenant. On ose le dire et on dit, demain, s'ils accèdent au pouvoir, pourquoi pas ? Et c'est là que ça devient le très dangereux. Néanmoins, sur les prises de guerre, on parlait de ce commissaire, de cet agent de cet agent de police. Ça n'est absolument pas le cas. Vous vous souvenez quand les LR, notamment Nicolas Sarkozy, avaient réussi à recruter Pechnard, qui était quand même directeur de la police nationale. C'est largement autre chose. Je ne veux pas sauf que Mathieu Vallet est très influenceur. Il vient d'un point de vue de la communication, pas sur les réseaux sociaux, Françoise. Oui, à l'époque. D'un point de vue de la communication, c'est complètement vrai. Maintenant, d'un point de vue de la pure compétence, notamment chez ses collègues, j'ai quelques doutes là-dessus. Il y a un commentaire, c'est Alex Siné qui dit « Ça ne changera absolument rien puisque les procès d'incompétence du RN sont purement idéologiques ».
Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi qu'ils fassent, on dira toujours qu'ils sont incompétents. C'est évident. Mais je récuserai un tout petit peu ce qu'a dit Françoise. Je suis pas persuadé que ça démontre la démonétisation des Républicains. Ça démontre seulement deux choses. C'est que il y a un certain ton extrémiste qui plaît davantage à des gens comme Malika Sorel et Mathieu Vallet. Et deuxième élément, et puis évidemment l'aspiration à la victoire et le fait qu'on a l'impression que le RN, lui, mettrait en œuvre ce qu'il promet, alors que je n'y crois pas une seconde. Allez, on va demander au standard. Je voulais juste dire sur la compétence, pour répondre aux gens qui nous parlent sur Twitter, c'est vraiment de la fumisterie totale. C'est-à-dire que ça va être intéressant d'ailleurs de voir cette campagne. Elle commence à peine quand on va commencer à titiller Bardella sur les vrais sujets. Je regardais son meeting parce qu'évidemment je regarde tout à l'écluse. Il dit si vous voulez en finir avec la préférence nationale, etc., votez RN. Rien de tout ça n'est d'une compétence européenne. Jordan Bardella ne dit rien à part l'immigration. Sur les sujets, c'est une vacuité. Bien sûr que le RN est assez incompétent. Regardez le programme du RN. Commencez à tester Marine Le Pen en profondeur. Je voulais vous poser une question. Ouais. Mais quand vous avez un gouvernement qui fait un budget en se bourrant de 10 milliards, est-ce qu'il peut donner des leçons de compétences? Mais en tout cas, dans l'esprit des gens, oui. En tout cas, dans l'esprit des gens, oui, absolument. Marine Le Pen et Jordan Bardella, dans les débats, c'est pour ça qu'il en fait peu. Il a tout à fait raison, de mon point de vue, de ne pas s'exposer. Parce que quand il va s'exposer, il est évident que derrière les punchlines et les selfies, ça ne suffit pas pour gouverner. Gabriel Attal, dans un autre genre, puisqu'on peut dire que c'est les deux phénomènes un peu politiques du moment, va s'apercevoir que les phrases magnifiquement prononcé à l'Assemblée nationale, ça ne règle pas les problèmes sur le terrain, et les gens voient tout. Et moi, je pense que ce manque de densité-là, il n'est pas idéologique, il est tout simplement réel. Voilà. Et on verra si nos auditeurs voient tout. Adrien, qui est avec nous de Brest. Rebonsoir, Adrien. Ah, un Breton. Bonjour. Un Breton bretonnant. Voilà, un Breton. Ah, Brest, c'est des Bretons, oui. Ah, les vrais, c'est Finistère, ça, c'est... Alors, selon vous, oui. Est-ce que finalement les experts, je sais que Philippe Bilger n'aime pas cette phrase, mais la question va-t-elle mettre fin au procès d'incompétence du Rassemblement national selon vous? Je pense que c'est surtout l'abaissement du niveau des adversaires du Rassemblement national qui va mettre fin à cette difficulté pour le Rassemblement de percer, quoi. Vous trouvez que la classe politique, enfin en tout cas les partis politiques en face sont pauvres, c'est ça? Oui, je pense qu'ils s'appauvrissent pas, oui. On va poser la question. Vrai sujet. Est-ce que le niveau des politiques n'a pas fondamentalement baissé? Excusez-moi, j'ai re-regardé les débats Giscard-Mitterrand il y a quelques mois. Il y a 5-6 mois, de 74 et de 80, vous voyez les niveaux aujourd'hui, mais c'est stratosphériquement nul aujourd'hui. Oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est que même à leur époque, des gens comme Pompidou, Giscard et Mitterrand, on peut les détester par ailleurs, ils étaient eux-mêmes des raretés dans le milieu politique qui ne brillaient pas globalement. On a quand même descendu de niveau. Je pense que c'est l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 qui a amené dans cette vague de députés non compétents, quand je dis non compétents, qui n'étaient pas formés de la société civile. Quand on côtoie un tout petit peu l'Assemblée nationale, on s'aperçoit que dans les rouages même de l'Assemblée nationale, les anciens députés, alors on pouvait dire ce que l'on veut... Ils sont arrivés sans rien connaître des institutions. Mais complètement, et ça fait beaucoup de mal, à mon avis, à la société. Moi, je crois pas du tout que... Je pense que c'est les enfants à la télé, c'est-à-dire que ça commence à baisser. C'est vraiment le quinquennat Sarkozy qui inaugure ça. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy fait une campagne avec... pour la première fois les chaînes de télé en info continue, avec un seul objectif, on envoie une carte postale par jour. Et là commence finalement cette nouvelle mise en scène et mise en image et en communication vraiment de la politique. C'est la communication qui nous tue, mais quand vous discutez avec des politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, il y a beaucoup de politiques qui ont énormément de fond, qui ont énormément de culture, qui ont aussi des idées, un point de vue sur l'idéologie, mais je pense que c'est le temps qui a changé et que c'est la méthode de communication qui a abîmé, si vous voulez, pour moi, l'ultra-communication abîme la politique. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le niveau de culture générale des politiques d'aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans. Non, ça c'est autre chose, bien sûr. Les amis, le Mitterrand qui avait fait ses humanités, évidemment. Les standards 0826 300 300, Eric. Bonsoir Eric, bienvenue. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Oui, je voulais faire une observation sur le procès en incompétence du RN. Bon, c'est un procès qui est fait depuis de longues années. Or, j'aimerais tout de même que ceux qui nous gouvernent,
je ne sais pas quelles sont leurs compétences, puisque quand on regarde l'état de la France, on ne peut pas dire qu'ils ont particulièrement brillé. Donc procès en incompétence, je serais très mesuré. En revanche, sur les 3 personnes là que je vous avais évoquées en disant est-ce que c'est la fin du procès en incompétence, personnellement, je pense que le débauchage, quelle que soit la famille politique, se glorifier du débauchage, ce n'est jamais très productif pour le parti qui débauche. Mais il n'y a pas de débauchage là, pardonnez-moi. Si, enfin, c'est une forme de débauchage quand même. Oui, c'est vrai. Oui, c'est enfin vrai. que vous prenez, bon, voilà. Oui, peut-être. Au fond, ils rentrent dans leur famille naturelle. Ça n'est pas bouleversant de penser que Mathieu Vallet va au Rassemblement National. J'aurais été étonné qu'il aille sur la liste de Glucksmann, par exemple. Fabrice Lévin ou Malika Sorel. Écoutez, Malika Sorel, dit-on, elle est allée frapper à la porte de Macron. Macron n'en a pas voulu, enfin, etc. Donc elle est allée au Rassemblement National. Enfin, ça donne pas une belle image du politique. C'est-à-dire que, bon, c'est une élection à la proportionnelle, donc on se bat pour être dans les 10 premiers numéros. Ça donne... En fait, on n'est pas dans la conviction de ce que vous dites. On n'est pas dans la conviction, on est juste dans la carrière, en fait. Voilà, on est dans la carrière, et puis, ou si c'est pas la carrière, c'est une fin de carrière en disant, bon, bah, elle est assez juteuse, j'ai une belle indemnité de parlementaire européen, c'est bien, je fais travailler mon cerveau, voilà. Non, je pense que c'est pas bon dans l'ensemble. Voilà. On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Moi, je suis Eric, je suis toujours gêné quand on fait une appréciation globale. Je ne doute pas un seul instant que pour certains, il y ait ces appétences un peu vulgaires, mais il n'y a jamais ça tout seul. Même chez les politiques les pires. Je crois qu'il y a toujours quelque chose d'autre. Alors peut-être que là, comme dans d'autres domaines, quand je me fais flouer dans le jeu, je suis naïf. Mais moi je suis d'accord avec Philippe. Bien sûr qu'il y a parfois une part, comment dirais-je, de confort, mais à la base de tout politique, et c'est ça qui est remarquable, il y a quand même aussi une conviction et un engagement. Donc sur ces débauchages, je pense qu'il faut pas en faire des cases. Bardella va évidemment, Jordan Bardella va triompher sans aucun doute possible. Je sais pas si c'est de 10, 12, 14 ou de 5 ou 6 points, mais ça changera pas grand-chose. La vraie recomposition qu'il va falloir voir, c'est à gauche qu'elle va avoir lieu, la recomposition qui arrive en premier. On va voir si les Républicains résistent. Vous savez, il faut bien remettre en place les enjeux de ces européennes. Ça n'est pas le premier étage de la fusée, de la présidentielle. Sinon, en 2019, Marine Le Pen aurait été élue en 2022. Sinon, Matteo Salvini, qui a gagné avec 34% il y a quelques années, serait encore Premier ministre. Les Français ne se trompent pas d'élection. C'est ça que je veux dire. Ils ne se trompent pas d'élection. En même temps, ils sont frustrés. Ils ont envie d'en avoir. Ils ne se trompent pas d'élection, sauf que c'est la dernière avant l'échéance présidentielle. Comme toujours, effectivement. Et c'est et non seulement au-delà de c'est la dernière dans une majorité relative à l'Assemblée nationale. Et effectivement, le président de la République va avoir de plus en plus de difficultés parce que le Rassemblement national, une fois qu'il aura gagné ses européennes, va pouvoir dire, alors je suis complètement d'accord, à Bruxelles, en réalité, ils ne pèseront pas grand-chose. On est complètement d'accord. Mais la difficulté, c'est que l'image qu'il en restera d'ici la campagne des prochaines présidentielles, c'est de dire, voilà, sauf que l'écart, cette fois-ci, sera de plus en plus important. Pour ce qui est des débauchages, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit l'auditeur. Eric, pardon. En réalité, ces trois... Alors, je mettrai pas l'ancien patron de Frontex, je le mettrai peut-être à part. Où là, effectivement, d'un point de vue technique, je pense qu'il est véritablement convaincu de la possibilité d'agir au nom du Rassemblement national. Mais pour moi, les deux autres, c'est la potentielle carrière politique, de manière très facile et honnêtement. Et tous les partis font ça. Exactement. Je pense à Édouard Martin chez nous sur la liste socialiste. Après, c'est un choix de vie. Les premiers à le faire, il me semble que c'est la France Insoumise qui le fait régulièrement aux élections européennes, pas que celle-ci, régulièrement. Donc moi, je suis absolument pas étonné. Et tous les partis en particulièrement. Ce n'est pas qu'Harry Vatanen était candidat sur la liste UMP. Harry Vatanen, champion du monde de rallye. À chaque fois, on est des... Tout à fait logique. Ce qui est toujours malheureux, ce sont les véritables militants, ceux qui ont véritablement travaillé et
donné de leur temps, notamment, et de leur énergie, notamment à ce parti en particulier, qui justement se voit déclassé finalement Farid, sur la liste. C'est très bien ce que vous dites, parce que j'ai Jeanlin Lacapelle, par exemple, qui est quand même un des plus proches de Marine Le Pen. Je crois qu'il est débarqué de la liste justement pour pouvoir faire de la place, alors que lui, je n'ai rien de commun avec le Rassemblement national, mais dans cette délégation française qui ne fout rien, mais alors strictement rien, à commencer par Bardella, c'est un des rares qui faisait un peu quelque chose. Et lui, évidemment, il est sacrifié sur l'autel des prises de guerre. Voilà. Merci mes amis, merci beaucoup Eric. Adrien, vous restez avec nous pour jouer au Qui c'est qui l'a dit dans quelques instants. Jouer, est-ce que c'est bien le verbe? Moi, je commence toujours modérément. Parce que ça part toujours, Qui c'est qui l'a dit? Et c'est le moment de vous offrir un très beau cadeau. C'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner donc un bon pour un séjour d'une valeur de 1200 €, ce qui est quand même une belle somme pour vos prochaines vacances. Ce sera forcément dans un club et hôtel Bellambra, en famille ou entre amis, comme vous voulez. Alors vous allez choisir parmi les 45 clubs hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. Vous allez profiter forcément d'une équipe très dévouée, un petit peu comme nous, on s'occupe de vous. Des clubs pour les enfants de 4 mois à 17 ans. Les vraies voix, j'arrête pas de le dire, c'est ça, 4 mois d'âge mental, 7 à 17 ans, c'est ici. Des repas magnifiques, en tout cas, voilà. Donc si vous voulez jouer, c'est maintenant. Pour gagner un beau séjour à la mer, à la montagne ou même en campagne, vous allez appeler le 0826 300 300. Et Philippe, vous allez me donner un chiffre entre 0 et 20. 18e appel au standard. On vous souhaite bonne chance, on vous embrasse très fort, on croise les doigts pour que ce soit vous. Et dans un instant, le Qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On espère que tout va bien et que vous êtes prêts à réagir, à gagner, à donner de la voix. Non, mais arrêtez de parler, on a un besoin de concentration, Cécile. Avec Philippe Bilger, Françoise Degois. Concentration. Farid Tensamani qui est avec nous et qui pourrait gagner. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on est avec Adrien. Adrien, il est fort. Je rappelle les règles. Adrien répond en premier. S'il n'a pas la bonne réponse, c'est vous qui répondez. Voilà, vous faites comme vous voulez. Trichez et tout, trichez pas. L'important, c'est de gagner. Allez, question qui c'est qui l'a dit à un Belle point. Moralité. Il n'y a pas de morale là. Sur la décoration de Michel Sardou par Emmanuel Macron, le patriarcat va tomber. Il vacille déjà, mais ils se décoreront tous mutuellement avant. Adrien. Attendez, Adrien. Ouh, dites donc. Adrien. Vous avez encore mis votre micro? Adrien, vous avez mis le silencieux? Oui. Ah oui, encore, vous avez raison. Ah bah alors, on vous relit la question sur le qui c'est qui l'a dit. Bah non, c'est trop tard, les amis. Allez, Rousseau, il est plus rapide. C'était Farid. T'es tous d'accord. Un point pour Farid qui marque son premier point. Deuxième question du qui c'est qui l'a dit. Ils vont vous détester, Farid. Non, j'adore. Adrien, il n'est plus dans l'intérêt de la France de discuter avec les responsables russes. Je sais. Attendez, Adrien. Je le sais aussi. Adrien. Georges Séjourné. Non, on l'a dit en même temps. Mais non. Françoise, on va pas la faire à chaque fois. Toi qui es J'ai dit Stéphane Séjourné, tu dis Séjourné. Je suis désolé, c'est moi qui gagne. Mais non. Françoise de m'accorder le point. C'est insupportable. Je voudrais tellement faire plaisir aux femmes, mais je peux pas toujours. Non, vous arrêtez. Il a dit un point, mais il a dit séjourné en premier. Non, il a dit séjourné. C'est incontestable. 3 points. Je suis forcé. Mais non, c'est pas incontestable. C'est dégueulasse. À quel titre? Bah que j'avais dit un au départ, à vous Cécile. Alors quand vous dites des inepties, il faut les maintenir. La nouvelle est à 3 points, oui. Ah oui, non, c'est un point. Arrêtez de tricher. Question, qui c'est qui l'a dit? Farid, il hallucine. Non, il a raison, ça vaut 3 points. Faire une grève, ce n'est pas une envie, c'est juste l'arme pacifique des travailleurs. Gabriel Attal. Non. Mélenchon. Non. C'est pas politique. C'est un patron de syndicat. C'est Laurent Berger. Binet, Laurent Binet. Non. Ah oui, non, c'est Frédéric de Force Ouvrière. Non. Mais si. Frédéric Souillot. Souillot de Force Ouvrière. Vous n'avez pas dit Souillot, vous avez dit Frédéric Delahaye. Non, j'ai dit Frédéric de Force Ouvrière. Frédéric de Force Ouvrière. Attends, non, on l'arrête. Je vous mets 3 points. Ça va. On l'accepte à la grande rigueur. Ouais, ça va, à la grande rigueur. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? J'en peux plus de vous. On n'a jamais vu un écart aussi important entre les chiffres inscrits dans le budget et la réalité. Il est de plus de 30 milliards d'euros. Adrien.
Jean Gauchat. Retailleau. Non, l'autre. Ciotti. Ciotti. C'est moi en premier. C'est moi en premier. C'est moi. Ah non, c'est moi en premier. Françoise était un poil plus rapide. J'allais dire une phrase. Quoi? Vous déconnez, il allait vous dire. Je l'ai retenu. Allez, vous êtes complètement. On est à combien? Tu veux faire les comptes? 5 pour Françoise Degois, 1 pour Philippe Bilger, 1 pour Farid, 0 pour Adrien. Quand il gagne, on manque quelqu'un. La sécurité vient de rentrer dans le studio pour vous. Je vous le dis tout de suite. C'est vrai, on a des points rouges. Pourquoi on a des points rouges sur le front? Qui l'a dit ces 3 points? Écoutez bien, Adrien. J'ai encore beaucoup d'amis chez les Républicains. Ils commencent à douter et ont envie de partager une politique de réforme avec la majorité. Dati? Non. Le maire? Non. Solaire? Non. C'est un maire. Estrosi. Christian Estrosi, maire de Nice. Maintenant, je donne même plus les prénoms. Comme ça, je gagne. Question à 1 point. Qui c'est qui l'a dit? Le nucléaire ou les méga-bassines, c'est comme des objets transitionnels pour les enfants. Quoi? Ah, c'est rigolo. Le nucléaire ou les méga-bassines, c'est comme des objets transitionnels pour les enfants. Adrien. Je n'en sais fichtre rien. Une secrétaire nationale. Une secrétaire Ah, nationale. mais c'est Marine Tondelier. Bonne réponse de Françoise Degois. Bravo. J'ai jeté l'éponge. Allez, la dernière, elle vaut 3 points. Nous croyons que l'Europe en a besoin. Je comprends rien. C'est pas français. Nous croyons que l'Europe a besoin, et c'est le cœur de notre projet, de moins de normes et plus de stratégie. Voilà. Adrien. Je ne sais pas. Bellamy. Bonne réponse de Françoise Degois. Vous comprenez, c'est injuste. Est-ce qu'on peut faire les comptes? 12 points pour Françoise Degois. Un point. Et Adrien, désolé, mais 0. Je discute tout de même la réponse tout à l'heure. Avec 11 points de retard. Voilà, il y a pas trop. Oui, mais ça m'a démobilisé. La mauvaise foi. Merci beaucoup, Adrien. Je vous en prie, c'est un plaisir de parler avec vous. On vous fait un gros bisou. Et vous revenez quand vous voulez, vous êtes notre invité perpétuel. Allez, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. On parle de quoi? La mort d'un joueur et d'une personnalité mythique, pour moi, André Boniface. Avec vous, Françoise Degois. Un type extraordinaire, Pierre Lescure, qui continue à être créatif et à avoir autant d'élégance quand il parle de foot ou de cinéma. Et Farid Temsamani. J'aurais pu parler du très grand Boniface, mais je vais parler potentiellement de la fête gâchée des JO. Allez, on en parle. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour nous accompagner, Philippe Bilger, Françoise Degois, bien entendu, et Farid Temsamani qui est avec nous, délégué général du think tank France Fier et porte-parole de Banlieue Plus. Et dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Félix, de quoi parle-t-on? On va parler de cette solution pour diagnostiquer l'endométriose avec un simple test salivaire. C'est la solution proposée par un laboratoire unique au monde. Il vient d'ouvrir dans les Landes. Nous serons avec son fondateur et PDG. La Suisse a été condamnée aujourd'hui par la CEDH pour inaction climatique, alors que 2 requêtes contre la France et 31 autres États ont été rejetées. Un jugement qui pose question, puisque qu'est-ce que l'inaction climatique? Bonne question à laquelle il est à mon avis compliqué de répondre. Est-ce que fermer les usines polluantes ici en Europe pour qu'elles se délocalisent dans des pays où elles pourront polluer encore plus et avoir un impact pire pour la planète, est-ce que c'est de l'inaction climatique? Est-ce que l'Allemagne qui a rouvert des centrales à charbon et encore pire à lignite doit être condamnée vu la pollution créée par ces combustibles fossiles? Ou argumentera-t-on que c'est la France avec les déchets nucléaires? Dans le même registre, si une usine ferme car trop polluante, pourra-t-on attaquer le patron pour inaction sociale si les salariés ne retrouvent pas tous un emploi? Quand un criminel récidiviste commettra un nouveau crime après être sorti de prison, pourra-t-on attaquer un État pour inaction sécuritaire? Et quand la dette continue à exploser, devrait-on pouvoir poursuivre un État pour inaction en termes de gestion? Bref, une boîte de Pandore qui est ouverte et qui pousse à se demander jusqu'où pourra-t-on aller pour faire condamner des États. Philippe Bilger. Mon cher Philippe, en n'étant pas assuré de la validité de mon propos, vous tournez un petit peu en dérision cette décision concernant la Suisse et vous l'appliquez à d'autres sujets. Mais au fond, est-ce que ce serait un tel drame devant l'inaction, l'impuissance de certains États dans un certain nombre de domaines que d'avoir cette possibilité de recours pour les obliger à bouger?
Dans ces cas-là, on ferme toutes les usines en Europe et elles iront ailleurs. Non, mais je parle même, vous avez évoqué d'autres sujets. Non, mais j'aime pas quand vous êtes comme ça, vous mélangez tous les chèvres, les pommes, les choux. Non, mais c'est un vrai sujet. Mais non, c'est pas ça, pas du tout, vous êtes complètement à côté du sujet. La Suisse, elle est condamnée, je vous rappelle, pour les droits humains. Elle est condamnée parce que elle a eu un certain nombre de manquements. Et je pense que c'est très bien et que c'est une date historique. Et il faut qu'il y ait de plus en plus de condamnations. Personne ne réalise que nous sommes vraiment à l'effondrement climatique. J'entends bien le chantage habituel, mais ça, c'est le truc habituel, presque populiste. Les emplois contre l'écologie, l'agriculture contre l'écologie. Ah là là, si vous avez des normes, vous fermez les usines. Non, il y a moyen de moyenner. Et si on avait véritablement des dirigeants visionnaires qui croient vraiment que l'écologie, en tout cas le respect du vivant, est une priorité absolue, eh bien on pourrait absolument, comment dirais-je, harmoniser les œufs. Vous savez, moi je trouve ça lamentable, par exemple, que Seb, qui a fait du chantage à l'emploi, eh bien, ait réussi par sa puissance de lobbying à sortir de la loi qui a été votée sur les polluants éternels, le fameux téflon. Ce téflon-là, vous en avez bouffé, moi aussi, pendant des années. Allez, et tout ça, ça donnera des turbo-casseurs dans 30 ans. Donc bon, voilà. Il nous faut du temps. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que, alors je suis complètement favorable, malheureusement, à ce type de décision, mais ce que je voudrais, c'est que la Cour européenne puisse également se saisir de d'autres États, pas forcément européens, d'un point de vue géographique. Un peu comme les États-Unis se saisissent de tout parce que on utilise le dollar. Eh bien, dans ces cas-là, effectivement, ça aurait peut-être plus d'impact sur des pays extrêmement pollués. La Chine, par exemple. Il faut arrêter avec ces lieux communs et ces mots valises. La Chine, allez, on n'a pas le temps. À ce que vous dites, il faut énormément d'efforts. Les amis. C'est pas un débat. Oui, je sais. Mais... Vous avez raison. Non, mais c'est moi qui m'excuse. Vous avez la parole, Félix Mathieu, sur ce sujet important. Oui, une innovation révolutionnaire concernant une maladie qui touche une femme sur 10, l'endométriose. Comment éviter des années d'errance médicale et de douleurs sans diagnostic pour ces femmes atteintes par cette maladie? Eh bien, elle pourrait être bientôt diagnostiquée avec un simple test salivaire qui donnera ses résultats en une dizaine de jours. Un laboratoire basé sur une technique totalement nouvelle, en fait, où ouvre dans les Landes à Tercy-les-Bains, c'est près de Dax. Il va donc commercialiser ces tests normalement dès la fin de l'année. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le fondateur et PDG de cette entreprise, Ziwig. Bonsoir, Yahya Elmir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors, on parle d'une technique vraiment nouvelle. Ça n'existait pas jusqu'ici, en tout cas en France. Alors, on rappelle que les ARN, c'est une découverte scientifique française. C'est 3 prix Nobel aujourd'hui. Et effectivement, la technique totalement robotisée qui permet de faire un diagnostic à partir de la salive en utilisant cette découverte scientifique est unique au monde et a été conçue en France dans notre laboratoire de recherche à Paris. Et aujourd'hui, le site industriel choisi, c'est dans les Landes. D'ailleurs, ça va créer combien d'emplois au passage ? Alors, on démarre avec une équipe d'une 15aine de personnes, essentiellement des ingénieurs, des qualiticiens, puisque le laboratoire est un laboratoire de pointe. On a besoin de ce type de personnel sur place. Et c'est un laboratoire qui va permettre de délivrer des diagnostics pour toute l'Europe et également le Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'une femme vous enverra un tube avec un extrait de sa salive si jamais elle a un doute sur la raison de ses douleurs, par exemple. Très concrètement, comment ça va se passer ? C'est exactement ça. Les patientes disposent d'un kit salivaire qui leur permet de faire un prélèvement dans ce tube. Ce tube est envoyé depuis les différents pays où nous sommes présents aujourd'hui. On est présent dans 16 pays. Et il arrive à Tercy-les-Bains, il est traité par le laboratoire et le résultat est communiqué au médecin de la patiente via des technologies d'information. C'est forcément encore un peu cher à l'unité à l'heure qu'il est. Ça devrait pouvoir se généraliser, même être remboursé par la sécurité sociale à terme. Alors la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, effectivement annoncé le remboursement en France. Donc les patientes françaises vont pouvoir en bénéficier très bientôt. Et puis, dans d'autres pays, c'est remboursé. En Arabie Saoudite, c'est remboursé. À partir du mois d'avril, toutes les patientes saoudiennes pourront bénéficier dans les hôpitaux publics. Et ça donc, c'est dans le sens de l'histoire. Ça pourrait quasiment se généraliser, finalement, ce dépistage, bien loin de ce qu'on a connu jusqu'ici, où c'était parfois des années sans savoir. Ça va se généraliser parce qu'aujourd'hui, le diagnostic avec les outils actuels, c'est entre 7 et 12 ans d'errance selon les pays. Et avec ces technologies-là, on arrive à une dizaine de jours et une fiabilité qui est supérieure à tous les outils diagnostiques existants, et puis y compris la chirurgie. On peut faire cocorico surtout, parce que là, dans ces trucs de morosité, la France va mal, l'effondrement, tout est fini, tout est mort. Enfin, de belles nouvelles. Bravo.
Merci Yaya Elmire. Puis Merci derrière, beaucoup d'avoir été vous avec ouvrez la nous. forêt landaise, c'est magnifique. Voilà. Pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube. Mais c'est peut-être une photo, tu sais. Non, c'est la forêt landaise, Bien c'est sûr. Ça. PDG, ça s'appelle Ziwig. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On est ravis Merci en tout à cas tous. d'avoir eu ce Salut, moment bravo. privilégié avec vous. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Farid, on parle de quoi? On va parler des JO. Voilà, avec Françoise Degois. De Pierre Lescure. Et avec vous, Philippe d'André Boniface. Bienvenue dans les vraies voix. Vous êtes ici à la maison chez vous. Hein. Vous parlez, enfin si vous pouvez en placer une, bien sûr, quand vous voulez, au 0826 300 avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Farid Temsamani qu'on accueille avec grand plaisir aujourd'hui. Vous reviendrez, Farid? Ah oui, il reviendra. Il avec grand plaisir. Il se marre. Surtout, il a marqué son premier point. Faudra demander à tonton Philippe Bilger. Non, il est très bon et il a le ton qu'il faut. Oui, il est bien. Il ne contredit pas trop. Et quand il dit il a le ton qu'il faut, il parle de vous, Philippe David. Il ne se laisse pas impressionner, il a l'œil qui frise, il est très bien ce petit. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voudrait rendre hommage à un très grand joueur de rugby qui nous a quittés hier. Oui, il est André Boniface, est mort à 89 ans. Et autant je n'ai pas peur de dénigrer, voire de détester pour le pire, j'aime énormément admirer dans beaucoup de domaines. Et André Boniface, dans le domaine du sport, est probablement le sportif que j'ai le plus admiré en tant que téléspectateur assidu quand j'étais beaucoup plus jeune et en tant que passionné par la psychologie humaine. Voilà un être génial sur le plan du rugby qui a inventé un certain nombre de figures, la passe sautée, la passe croisée, il savait passer des drops, ça lui a permis de permettre au Mont-de-Marsan de devenir champion de France. Il avait une personnalité exceptionnelle et ça ajoute énormément à mon admiration. Il ne cédait pas devant la bureaucratie sportive et évidemment celle-ci en fin de compte a gagné parce qu'il y avait un jour une passe évidemment dangereuse de Gachassin, mais on ne fait jamais rien sans audace. Il a été expulsé de l'équipe de France avec d'autres et véritablement il est mort en ayant l'admiration de beaucoup de joueurs qui essayaient de suivre ses traces. C'est une vie, un panache, une allure, c'est la France. Ouais, et puis moi je suis d'accord. Alors j'étais trop petite, mais il est mythique, André Boniface, et puis c'était surtout son frère et lui qui étaient mythiques. Les Boni, on les appelait. Oui, et c'est vrai que derrière ce tempérament solaire, parce que il était vraiment extrêmement, il y avait toujours ce chagrin. J'avais lu une interview de lui il y a quelques années, où pas autant de temps dans la Dépêche du Midi, où il reparlait en fait 50 ans après de la douleur de la mort de son frère qui est mort dans son accident de voiture. Du côté d'Agetmont, je crois. Il était très il était assez jour jeune. Du réveillon. Oui, il avait une trentaine d'années, oui. Durant un an, il n'est plus allé voir un match de rugby. Mais parce que c'était donc ça, c'est structurant de sa personnalité et cette capacité à résilier, mais avec toujours au terme de sa vie, voilà, ce chagrin pour ce frère aimé. Il y a quelque chose un peu de la tragédie grecque en fait dans cette histoire. Moi, je rejoins complètement tout ce qui a été dit. Surtout, il a eu une empreinte dans le rugby français extraordinaire. Ouais, c'est sûr. Les jeunes générations ne mesurent pas assez, mais il a apporté, que ce soit en équipe de France ou dans le championnat, quelque chose d'assez... Avec le Stade Montois. Exactement, assez extraordinaire. Et quand on lit aujourd'hui toutes les dépêches à son sujet, on peut dire qu'effectivement c'était un grand joueur. Et l'allure sur le terrain était phénoménale. C'est vraiment un style de jeu. Moi, je regardais les images d'archives, quelle beauté sur les passes croisées. Magnifique. Et un autre hommage avec vous, Françoise Degois. Oui, alors ça n'a rien à voir avec le rugby, mais il y a quand même une personnalité dans ce moment un peu tourmenté. Qui va très bien, c'est un hommage. C'est un hommage de quelqu'un qui est vivant, c'est quand même assez rare. Et c'est Pierre Lescure. Écoutez, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une petite passion, j'en ai beaucoup dans la vie, mais un de mes bonbons sucrés, c'est quand j'ai le temps de jeter un coup d'œil à l'équipe du soir. Vous le savez tous très bien sur la chaîne L'équipe. Et je crois que Philippe Bilger partage ma passion pour cette équipe et ces gens autour de la table avec Ménard et compagnie. Et hier, c'était Pierre Lescure qui était invité. Et le même Pierre Lescure que j'avais vu quelques jours plus tôt dans Beau Geste. Voilà un homme, moi, je suis assez fasciné. D'abord par sa gentillesse
gentillesse. Je pense que quand on est un aussi grand intervieweur de stars, c'est qu'on a quelque chose en soi d'extraordinairement humain. Pierre Lescure, bien sûr, c'est le patron mythique de Canal. Bien sûr, ça a été le patron du PSG. Je regardais ce monsieur qui commence à monter un peu en âge, incroyable, totalement juvénile dans sa capacité à analyser le foot avec une analyse absolument exceptionnelle, aussi bonne que le patron de l'équipe Vincent Duluc par exemple qui était sur le plateau, et sa capacité à interviewer les plus grands acteurs dans des endroits un peu rocambolesques. Moi je détestais par exemple François Civil, je comprenais rien à cet acteur. J'ai regardé Beaugeste, son interview, l'interview qu'il fait de lui au Grand Rex, sur le toit du Grand Rex, et d'un seul coup il y a des choses qui sortent de François Civil que j'avais même pas, comment dirais-je, imaginé. Je parle pas de C'est à vous parce que je regarde pas du tout cette émission, mais je trouve que voilà, Pierre Lescure, c'est la classe tout le temps en fait, et quelqu'un qui a une capacité comme ça, sans être dans la rumination, sans être dans le scandale, d'imprégner autant et de continuer à créer avec succès, parce que Beaugeste est un grand succès, capable avec une culture si étale, et ben voilà, je voulais le saluer parce que c'est quand même assez rare. Philippe Bilger. Françoise en parle très bien, de sorte que je n'ai presque plus envie de dire que ce qui m'agaçait un peu chez lui, c'était cette manière de cumuler tant de postes dont on aurait pu souhaiter qu'il laisse parfois à d'autres. Mais c'est un argument très discutable de ma part. Oui, ça c'est de la jalousie. Quand il a été quand il est devenu président du Festival de Cannes, par exemple, on se disait, pardon, excuse-moi. Farid, sur Pierre Lescure. Non. Désolé. Non. Vous vous souvenez de la marionnette de Pierre Lescure? Ah oui, désolé, mais bien sûr. Pour moi, c'est surtout le talent humoristique, Pierre Lescure. Oui, l'autodérision, Pierre Lescure. Exactement. Capable de se moquer de lui, président du Festival de Cannes. Bien sûr qu'il a cumulé, mais il a cumulé parce qu'il a tous ses talents. C'est quand même, quand vous regardez aujourd'hui le paysage audiovisuel français, vous regardez les animateurs, les gens qui portent des émissions. Il parle à tout le monde. Hein. Mais voilà, qui est-ce qui a cette capacité d'être aussi à l'aise en parlant de PSG Barça que dans l'interview de Viggo Mortensen? Je ne sais pas, il n'y en a pas. Philippe David. Non, bien sûr que non, mais il a de vraies qualités. Lesquels? Pour une fois. Lesquels a posé la question? Tu n'es pas l'homme sans qualité de Robert Musil. J'ai un confetti pour noter ces... c'est trop. Pierre Lescure n'est pas capable d'avoir ta culture de rugby et de football, c'est-à-dire à 4h15 du matin, voilà ce qui s'est passé en 1958 sur la pelouse de la Boca. Tu vois, ça, mais si, Philippe David a beaucoup de qualité, énormément de qualité. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Allez, 0826 300 300, c'est un hommage qu'on va rendre à Nathalie. Nathalie qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Ça sent la voix du bonheur. Oui. Et oui. Et pourquoi? Parce qu'elle a gagné. Vous êtes arrivé 18e appel au standard. Juste 18. C'est grâce à Philippe Bilger. Hein. Ah oui. C'est ce que j'allais dire. Merci Philippe. J'en suis ravi à vous entendre, j'ai fait une heureuse. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas la première fois, Philippe Bilger, que vous... Hier déjà, vous avez fait des heureux. Hier déjà. Absolument. C'est drôle, je gagne à chaque fois. Ouais, 2 fois de suite. Nathalie, vous faites quoi dans la vie? Je suis moniteur auto-école. Magnifique. Vous êtes dans quel coin à Toulouse? Université Jean Jaurès. D'accord. Et vous allez partir avec votre famille, j'imagine. Hein. Eh ben oui. Vous voulez pas amener Bilger par hasard? Non, de boire en aucun cas. Non, mais laisse-moi tranquille, moi je veux pas y aller de toute façon. Est-ce qu'elle a une idée de... Je vous amènerai tous. Bravo Nathalie. Voilà, c'est pas comme ce cieleux de Philippe David. Qui vous laissera sur le bord de la route. Il va vous oublier sur une station service. Moi je le laisse au bord de la route avec des croquettes, tu sais, en disant, voilà. C'est ça. Ça vous fait pas de mal, Philippe David, c'est sûr. C'est sûr que manger les croquettes, ça va faire le buzz. Hein. Allez, Nathalie, on vous fait des gros bisous. On vous offre, bien sûr. Je vous rappelle juste le cadeau que vous avez remporté, un bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € dans un club hôtel Bellambra, niché dans les plus beaux endroits de France, au cœur de belles destinations, la montagne, à la mer et la campagne. Génial, hein. On vous souhaite de très belles vacances avec notre partenaire, avec Sud Radio, et on vous embrasse. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans les vraies voix. On est ravis de vous accueillir, bien entendu, en forme, comme d'habitude. Philippe Bilger au taquet, Françoise de Goua au taquet, comme d'habitude. Farid Temsamani, qui est très éloquent, quand même. Il y a quand même de l'expiation du karma autour de cette table. Il sautille, c'est bon signe quand on sautille. Et sur le sujet important, puisqu'on était sur le tour de table de notre actu de nos vraies voix, et vous vouliez revenir sur les JO. Oui, sur les Jeux Olympiques, cet événement qui va avoir lieu dans quelques semaines dans notre magnifique capitale, qui est, je rappelle, normalement un événement populaire, et j'ai l'impression, mais ça ne gage que moi, j'ai l'impression qu'en fait cet engouement n'existe pas. Je n'ai pas l'impression qu'autour de moi, autour de la population française au sens très large, alors qu'on va fêter les 100 ans des derniers JO à Paris, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. En 1924, où, même si l'époque était complètement différente, mais à travers les problèmes de sécurité, à travers en même temps, les Français sont râleurs, hein, donc. Non, oui, mais on a connu d'autres événements sportifs qui ont réussi à fédérer autour de l'événement des choses extraordinaires. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est absolument pas le cas. Alors, la faute à qui, peu importe, mais en tout cas, je trouve ça très dommageable que d'un événement planétaire, parce que les JO, c'est quand même quelque chose de planétaire, qu'on puisse pas en faire une force pour notre pays. Voilà ce que je voulais dire. En 98, les gens sont passionnés quand on a battu l'Italie en quart de finale et qu'on était dans le dernier carré. Non, mais votre comparaison n'est pas bonne. Pour une fois, Philippe. Non, mais je comprends très bien ce que dit Farid, mais pour une raison simple, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de ce qui menace les Jeux Olympiques, des embarras qui les précèdent et de ce qui risque de les altérer et de les assombrir. Alors on n'a plus le temps de focaliser, comme vous le dites très bien, l'enthousiasme sur la chose. Mais je pense que vous êtes un peu à côté de la plaque. Hein. Vous allez voir quand les JO vont arriver, vous allez voir le mois de juin comment ça va commencer et juillet. Juin, on va être dans l'Euro de football. Mais il y aura un engouement absolument dingue. D'ailleurs, je vous rappelle que pour la première fois, à tel point qu'on va fuir Paris. Mais non, mais c'est normal. Tous les habitants, non mais soyons clairs, tous les habitants de toutes les capitales qui organisent le JO fuient les capitales. Ça a été le cas à Athènes. Athènes a été en chantier pendant 10 ans, ça a été le cas à Atlanta, tout le monde se barre. Alors, je voulais juste terminer en disant que pour la première fois dans les JO, il va y avoir ce qu'on appelle le Champions Park, et ça c'est extraordinaire, ça ne s'est jamais fait au Trocadéro. Vous allez avoir tous les soirs à 17h30 jusqu'à 19h30 les médaillés qui vont venir rencontrer leur public. Il va y avoir, ils sont en train de construire ça, d'ailleurs ça fout un sacré souk pour circuler au pont d'Iéna, et moi je vous parie tout ce que vous voulez que ça va être une liesse absolument dingue. Vous ne la voyez pas encore. Alors, je voulais juste dire quelque chose en fait, je m'en étais pas rendu compte, et c'est quelqu'un qui m'en a parlé hier, de dire, il y a des anneaux nulle part. Oui, les anneaux des Jeux Olympiques nulle part dans la ville. Écoutez, et je trouve ça à la mairie de Paris, oui. Et en fait, moi, j'aurais bien voulu avoir des anneaux avec le drapeau français partout. Vous savez que dans tous les pays du monde, qui ont organisé les JO, dans toutes les capitales, c'est toujours les mêmes histoires. La population qui râle, les travaux, vous reprenez toutes les coupures de journée. Non, je parle pas de ça, je parle des anneaux, de les afficher. Mais vous allez voir, à partir du mois de juin, moi je suis absolument persuadée que là, à Paris, pour le moment, ça mais c'est trop tard. Mais ça se fabrique. Mais c'est pas du tout. Moi, je suis pas forcément d'accord pour une raison très simple. Par exemple, dans le monde économique, on se sert très souvent des événements sportif pour faire sa propre publicité. C'est le cas. Mais très peu. Vous avez pas vu Vous avez, à part les sponsors officiels, vous avez très peu d'entreprises qui, dans leur propre business, se servent justement des Jeux Olympiques. Et en pour 98, les valeurs olympiques. Pour les valeurs olympiques. Mais en 98, vous aviez eu la course inverse. C'est-à-dire, vous aviez un certain nombre d'entreprises qui n'étaient absolument pas des sponsors de près ou de loin et qui se servaient absolument de la Coupe du Monde de 1998 pour pouvoir justement essayer de grappiller un peu de clientèle là-dessus. Et j'ai pas l'impression que ça soit la dynamique actuelle. Honnêtement, je pense que vraiment, on est en mars. Vous allez voir à partir de mai, juin, quand le village olympique va commencer, vous allez voir, moi je suis absolument certaine, d'abord que ces JO... On a peu d'espoir de médailles. Si, mais ces JO vont être une réussite exceptionnelle. Et là-dessus, honnêtement, je suis assez d'accord avec Emmanuel Macron, c'est assez rare que ça m'arrive. Mais l'autre jour, sa déclaration en disant il faut arrêter de la négativité sur les JO, eh bien il faut vraiment arrêter parce que ça va bien se passer. Merci beaucoup pour ce thème, Farid. C'était très
intéressant. Effectivement. Allez, dans un instant, une tribune dans le Point signée par d'anciens ministres et responsables du Conseil constitutionnel pose la question de la responsabilité pénale des parents mineurs radicalisés qui passent à l'acte, Philippe. Alors parlons vrai, craignez-vous de voir apparaître des actes terroristes menés par des adolescents? Est-ce que les parents ont la clé par rapport à leurs enfants? Est-on désarmé face aux multiples facteurs de radicalisation? Et à cette question, pour vous, l'endoctrinement des mineurs vient, vous dites, à 66% de la cellule familiale, à 14% des réseaux sociaux, à 18% des fréquentations et à 2% de l'école. Et notre invité Claude Moniquet est avec nous, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et de la sécurité et ancien agent de la DGSE. Bonsoir Claude Moniquet, merci d'être avec nous. Est-ce que les mineurs peuvent devenir plus dangereux que les adultes en matière de terrorisme? Le mineur, enfin le jeune adolescent, est à une période où le cerveau continue à se former, et en particulier se forment les centres qui régissent les émotions et les relations avec le reste du monde. Donc effectivement, exposé à certaines influences, le mineur peut être beaucoup plus dangereux qu'un adulte. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, c'est la douche froide. C'est chaud pour nous ? Oh, très chaud patron. Dès demain chez Lidl, le flacon de 650 ml de gel ou de crème de douche le Petit Marseillais est à 2,42€ au lieu de 3,67€. Moins 34% sur le Petit Marseillais ? Tu seras pas un peu marseillais toi ? Ah non patron, on est très mal, c'est vrai. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 3,72€ le litre, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio Nîmes 104.7. Sud Radio. Tu fais quoi ce soir? Désolée, je suis pas dispo. Ah ouais, pourquoi? Car quoi? T'as mieux à faire, c'est ça? Car t'as un dégât des eaux, car t'as un dîner chez mamie. Mais non, car les quarts de finale de l'UEFA Champions League, quoi. Ah, ok, je peux venir? Retrouvez les quarts de finale de l'UEFA Champions League avec Real Madrid Manchester City ce soir à 21h sur Canal+ Foot et Paris SG Barcelone demain à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Carrefour. Quand vous me dites, les courgettes, vous les aimez cuites ou crues? Je vous réponds que les courgettes sont garanties prix le plus bas à 1,29€ le kilo seulement. Vous voyez? C'est comme ça que je les préfère. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Espagne, catégorie 1, calibre 14-21, détails sur carrefour.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Ah là là, ça fait quoi? 20 minutes que je te connais? J'ai déjà envie de tout plaquer, de m'acheter un T-Roc à 159€ par mois et de t'emmener où tu voudras en fait. 159€ par mois? N'importe quoi. Si, c'est vrai. En ce moment, profitez du T-Roc à partir de 159€ par mois et de 3 mois de loyer offert. Pour un T-Roc 9 LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 5 000€, puis 33 loyers de 159€ si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 30 avril dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Le mardi, c'est Speedy. Quand vous voulez faire réviser votre véhicule, vous pensez à plusieurs enseignes de réparation automobile de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et parfois, vous oubliez Speedy, alors qu'il y en a forcément un près de chez vous. Sachez juste que Speedy est élu service client de l'année dans la catégorie réparation automobile depuis 10 années consécutives, contrairement à 100% de nos concurrents qui ne l'ont pas été une seule fois en 10 ans. Voilà. Et jusqu'au 20 avril, nous vous offrons 25% de réduction sur la révision constructeur en partenariat avec les lubrifiants Elf. Va donc chez Speedy. Voir conditions sur speedy.fr. Pour gagner en pouvoir d'achat, vous avez annulé ce rendez-vous chez le coiffeur. Bon, c'est pas si mal cette nuque longue. Et pour ce match, vous avez pris des places moins chères. Bon, derrière le pilier. Et ce resto avec les amis. Oh non, à la maison, c'est plus sympa. Et puis c'est moins cher. Et votre rendez-vous chez le psy? Ah bah là, c'est la Matmut qui agit pour votre pouvoir d'achat. Avec la mutuelle santé Matmut, vous profitez de 240€ remboursés par an sur vos séances de psychologue. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Coordonnées de l'assureur et conditions sur matmut.fr et en agence.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Des vraies voix du mardi, très tonique. Très tonique. Philippe Bilger qui fait depuis tout à l'heure, qui sautille, Allez, qui court avec la flamme olympique. Absolument. C'est vrai. On m'a pas demandé de la tenir. Non, mais sommes les Marseillais. Ça se réfléchit. Et Françoise nous Degois. allons gagner, c'est la provoque un peu par rapport à tous les PSG-tistes autour de cette table. Allez, l'OM. Pardon, excuse-moi. Françoise, voilà, est avec nous. Degois, ça va, Françoise? Ça va super bien. Allez, l'OM. Mais lui, c'est caché. Et Farid Temsamani est avec nous, délégué général du think tank France Fier et porte-parole de Banlieue Plus. Tout de suite, le coup de projecteur de nos vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Nous sommes dans une société de plus en plus violente et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Samara à Montpellier, Chamsedine à Viry-Châtillon. On se demande comment on peut arriver à un tel degré de violence. Ton gosse prend son vélo, il peut se faire agresser pour son vélo. Ta fille prend le métro pour un regard, elle pourra être peut-être agressée. Il faut que les parents s'intéressent à ce que font leurs gamins sur leur téléphone et notamment sur les réseaux sociaux. Combien de fois la personne que nous jugeons, on parle de mineurs, n'ont même pas le sentiment d'avoir fait du mal. Donc, faut-il renforcer la responsabilité pénale des parents de mineurs radicalisés qui passent à l'acte? Proposition formulée dans Le Point par une tribune de Cercle Droit et Débat Public. Titre et texte signé par d'anciens ministres et responsables du Conseil constitutionnel. Notamment, ils disent le milieu familial et les quartiers jouent un rôle au moins aussi puissant que les plateformes numériques dans le séparatisme juvénile. Et parlons vrai, est-on désarmé face aux multiples facteurs de radicalisation? Craignez-vous de voir apparaître des actes terroristes menés par des adolescents? Les parents ont-ils la clé avec leurs enfants? Et pour vous, l'endoctrinement des mineurs vient à 65% de la cellule familiale, à 18% des fréquentations, à 14% des réseaux sociaux et à 3% de l'école. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour commenter tout ça, Claude Moniquet est avec nous, président du Centre européen pour les renseignements stratégiques et la sécurité et ancien agent de l'ADG. Merci d'être avec nous. Petit tour de table d'abord, Philippe Bilger. Alors, Cécile, encore une fois, ça n'est pas une attitude de ma part, mais j'ai des scrupules pour répondre rapidement à des problématiques qui imposerait, je l'ai déjà dit hier, sur un sujet presque équivalent, 1 heure voire 2 heures de débat. Je suis frappé de voir à quel point, ça a été dit hier encore une fois, c'est l'opposition de 2 cultures, de 2 sociétés qui dépassent très largement les transgressions de la délinquance ordinaire et qui opposent parfois 2 conceptions de la vie, 2 conceptions de la religion ou de l'absence de religion, 2 manières confrontées de vivre ensemble. Ce qui me fait peur, c'est que à l'heure actuelle, on ne trouve pas les moyens d'un dialogue qui pourrait persuader l'une des parties de changer son orientation dans le vivre ensemble. Et donc on est condamné à ce qui s'est malheureusement tragiquement passé avant-hier avec l'assassinat. Et si les parents, dans ce bloc qu'ils constituent avec les mineurs, dans certaines cités, sont de nature à comprendre par une mise en cause de leurs responsabilités qu'ils doivent tenter de mettre leurs enfants sur d'autres chemins, je ne peux qu'être favorable. Mais franchement, je ne suis guère plein d'espoir. Moi, je suis complètement opposé à l'idée de punir les parents. Vous savez, vous avez des gens qui sont très bien et qui voient complètement leurs enfants leur échapper. J'aimerais bien qu'à partir de la tragédie de Chamsedine, on ne tire pas des idées générales. C'est ça le problème aussi du débat politique. Enfin là, on n'est plus, on est dans le terrorisme. Là, on parlait des terroristes, on parlait tout à l'heure des ados, bien sûr. Les enfants soldats, on le voit en Afrique, bien sûr, les enfants soldats. Pourquoi ils étaient recrutés? Parce que justement, ce sont devenus des machines à tuer sans véritablement conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Après, mon sentiment quand même, c'est que on a tout abandonné, notamment de tout ce qui faisait le lien, Philippe. Emmanuel Macron, on l'a complètement oublié, mais quand il arrive en 2017, il supprime tous les emplois aidés. Dans ces emplois aidés, il y avait des gens qui étaient dans les quartiers, il y avait des gens qui étaient des régulateurs de quartier. Et s'il y avait une cellule familiale qui était déficiente, ou bien une drague en règle de l'islam radical pour venir faire du recrutement, eh bien, ces gens-là servaient de paravent. Les professeurs, je le redis, Gabriel Attal envisage de créer un conseil de discipline dès le primaire. Qu'est-ce que vous voulez imaginer qu'un enfant de 8 ans va comprendre quelque chose du conseil
de discipline. Il y a beaucoup d'élèves qui ne dysfonctionnent pas uniquement pour des questions de religion. Ils dysfonctionnent pour une question de dysfonctionnement du foyer. Depuis des années, les professeurs, même les professeurs de droite, réclament des psychologues de l'éducation nationale, des médecins de l'éducation nationale, des accompagnants. Parce que à la base, je veux bien que ça soit, que d'un seul coup, on soit en prise avec une propagande islamiste qui fait qu'on est en train de convertir tous les ados. Ça n'est pas vrai. Il y a énormément de dysfonctionnements qui viennent du dysfonctionnement psychologique, de la difficulté à apprendre, etc. Donc voilà, je crois pas. Vous oubliez les plateformes, hein, dans tout ce que vous dites. Hein. Non, mais là, on est sur l'humain. Là, je suis d'accord avec vous que les plateformes, on n'a jamais résolu. Voilà, on n'a jamais réussi à résoudre ce problème qui est détestable. Je suis d'accord. Farid. Qu'est-ce qui pousse un enfant à soit aller dans de la radicalisation, soit même dans de la violence? C'est qu'à un moment donné, le discours parental n'étant pas là pour différentes raisons, la précarité, les familles monoparentales, ce genre de choses. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que l'esprit de notre pays, qui était notamment cet esprit républicain, où en fait cette notion de faire bloc, cette notion de raisonner pour l'ensemble, aujourd'hui n'existe plus. On est dans un individualisme le plus complet. C'est ce qui amène un certain nombre de ces mineurs à tomber dans le panneau parfois de la radicalisation. Dieu merci, à l'heure où on parle, il n'y a pas véritablement de passage à l'acte. Je pense que la notion politique n'existant pas encore très jeune, ils vont avoir du mal, mais il faut faire très attention. Et ça, c'est l'abandon en réalité, l'abandon total de notre pays, de nous tous en réalité, sur un certain nombre de ces questions-là. On parlait tout à l'heure des psychologues, des infirmières dans le milieu dans le milieu scolaire. Vous êtes pas d'accord avec ça, Farid? Bien sûr, ça n'existe. Ça n'existe plus. Oui, mais de moins en moins. Alors ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Mais c'est très important. Si je voulais être provocant, je dirais, mais lorsqu'on décide d'avoir des enfants, il faut savoir être parent. Il y a un certain nombre d'enseignants qui ont même créé ce qu'on appelle l'école des parents dans un certain nombre de quartiers populaires, notamment du côté de Mantes-la-Jolie. Mais c'est très bien pour apprendre le français aux parents, etc. Bien sûr. Non, pas que pour apprendre le français, pour essayer d'expliquer ce que être parent, cela veut dire. Mais vous vous rendez compte jusqu'où on en est arrivé? Non, mais c'est très bien. C'est très bien, mais parce que c'est malheureusement, c'était quand même un constat malheureux d'arriver jusque-là. Mais c'est nécessaire. Pendant des années, il n'y a pas eu d'école des parents. C'est absolument hallucinant. Puis il faut demander à Claude Moniquet. Non, mais dans l'école des parents, on apprend aussi des règles de la société française. Claude Moniquet, sur ce qui vient d'être dit. Pour vous, quel est le principal danger en termes de radicalisation pour les jeunes, les adolescents, comme on dit? Alors, je pense qu'il y a deux problèmes différents qui malheureusement se rencontrent. Il y a la montée de l'islam radical et de l'islam djihadiste qui touche aussi évidemment les adolescents parce qu'ils sont influençables, ils sont exposés de plus en plus via les réseaux, les plateformes à la propagande et à l'incitation. Et il y a ce problème que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de la formation du cerveau. Les adolescents ne sont pas finis, je veux dire, mentalement, psychologiquement. Et on a toujours eu des problèmes de violence d'adolescents. Rappelez-vous qu'il y a 50 ans, on avait des maisons de correction, ce qui prouve bien qu'il y avait des problèmes et qu'il y avait des jeunes qu'il fallait sortir de la société. Et il y a une vingtaine d'années en Angleterre, on a eu un drame épouvantable avec deux adolescents qui n'étaient pas du tout islamistes, qui étaient tout à fait blancs, tout à fait anglais, et qui avaient tué un petit garçon de 5 ans pour voir ce que ça faisait. Je veux dire, ça a toujours existé. Et malheureusement, effectivement, l'adolescence étant l'âge de l'expérience, il y a des gamins, la plupart des gamins vont faire des expériences plutôt sympas. Ils vont apprendre à fumer, ça c'est pas très sympa, je suis d'accord. Ils vont avoir une petite amie, etc. Ok, ça c'est très bien. Et puis malheureusement, pour des raisons psychologiques, il y en a qui vont être poussés sur des chemins beaucoup plus négatifs et beaucoup plus noirs par ce désir d'expérience. Et ça, c'est un problème qu'il faut détecter, c'est un problème qu'il faut adresser, et ça ne peut se faire effectivement, je pense, que par des infirmières, par des psychologues, dans le milieu scolaire. Philippe Bilger. Ce qui me gêne dans ce qu'ont dit Farid et Françoise, et sous le contrôle de Claude Moniquet, c'est que au regard de la question de Sud Radio, il s'agissait de savoir comment éviter, par exemple, l'assassinat de cet enfant de 15 ans qui a été assassiné tout simplement parce que ses frères, non, mais justement parce que ses frères considéraient que leur sœur n'avait pas à parler de sexualité. Vos solutions n'auraient pas empêché la tragédie. Comment on aurait donné une autre vision à cette famille? Je vais vous répondre. Dans la tragédie qu'on a connue malheureusement,
c'est un aspect culturel des choses qui ont fait que dans l'esprit de ces gamins-là, il est hors de question que la petite sœur puisse fréquenter quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas nouveau. C'est quelque chose dans les quartiers qui existe depuis maintenant des générations là. Mais pourquoi ? C'est parce qu'à un moment donné, on n'a jamais expliqué, ou en tout cas beaucoup moins, aux parents, à l'école, aux enfants, etc., que notre pays, la civilisation dans laquelle nous sommes en France, la République, en fait, permet ce genre de choses. Avec ses limites, naturellement, le permet. La difficulté, c'est que dès lors qu'on a abandonné, on parlait tout à l'heure des enseignants en début d'émission, la réalité, c'est que l'enseignant, il a aussi un rôle éducatif. En fait, on l'oublie très souvent, mais dans les fonctions du code de l'éducation, il a ce rôle éducatif. Mais quand l'enseignant est démotivé, quand l'enseignant est complètement démagnétisé par rapport à tout ça, ce rôle-là ne se fait pas. Et je vais vous le dire, je suis enfant d'immigrés. J'ai pas honte de le dire. Culturellement parlant, mes parents se sont mis au diapason. Ils ont essayé de comprendre ce que la société française voulait dire. Mais aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance d'être de cette génération-là où peut-être que c'était un peu plus facile. Mais aujourd'hui, tout ceci a complètement explosé. Et c'est là-dessus qu'il va falloir revenir si on veut pas que ce type de drame culturel puisse persister. Juste pour Claude. Est-ce que ça veut dire que forcément les djihadistes, les terroristes ont compris finalement que ces gamins, ces mineurs étaient facilement utilisables en fait. On pouvait les utiliser comme font les trafiquants de drogue, c'est exactement la même chose. Ils savent que c'est un bon moyen, une facilité finalement de leur donner un rôle pour certains qui n'ont pas vraiment de rôle dans la société. Je vous rappelle que quand l'État islamique dominait Raqqa et Mossoul, on a eu à Raqqa le cas au moins une fois d'un gamin de 10 ans qui avait été amené par son père sur un lieu d'exécution pour assassiner un prisonnier. En lui tirant dans la tête, si je me souviens bien. Donc oui, effectivement, ils savent très bien que l'adolescent ou le jeune est manipulable. Mais je voudrais revenir une seconde sur l'affaire Shamseddine, qui est un drame épouvantable. Je pense que c'est un drame d'intégration. Il est très clair, on est en face d'une famille qui vit en France depuis un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais un certain temps, en face d'enfants qui fréquentent l'école de la République. Et à 14 ou 15 ou 16 ans, ils continuent à penser que, entre guillemets, l'honneur de leur sœur leur appartient, que la vie privée de leur sœur leur appartient et qu'ils ont le droit de tuer un garçon parce qu'il a envoyé des textos à leur sœur. Et là, et en plus, c'est pas un individu, c'est un groupe d'individus. Là, on est quand même en face de quelque chose qui est à la fois effrayant et je pense très révélateur d'un échec d'intégration, d'un échec d'assimilation, pour utiliser un autre mot. Je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que le crime d'honneur, on dit toujours c'est l'Afrique, c'est l'Inde, etc. C'est l'Albanie. Vous savez que tous les ans, il y a des dizaines de jeunes filles qui meurent à cause du crime d'honneur. Donc l'idée de la réputation, quand finalement on n'a rien d'autre socialement que cette fameuse réputation-là, elle est très puissante. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Claude Moniquet, mais je parle sous votre contrôle, Claude Moniquet. Je veux bien qu'on imagine que des adolescents sont des bombes à retardement qui vont se transformer en djihadistes. Je redis, nous ne sommes quand même pas dans la logique des enfants soldats du Rwanda ou du Congo, qui sont recrutés justement parce qu'ils sont enfants et qu'ils n'ont pas les émotions et qu'ils tuent. Et pour le moment, aucun attentat majeur n'a été commis ni mineur dans ce pays par le moindre adolescent, par le moindre mineur. Ça n'existe pas pour le moment. Oui ou non ? Alors pour le moment, non. On a eu quand même un cas de jeune fille très jeune, Inès et ses copines, qui avaient voulu faire sauter la Notre-Dame il y a quelques années, et qui n'étaient pas des adolescentes, mais enfin des post-adolescentes très récentes, si je peux dire. On a eu pas mal de cas dans les écoles de menaces de mort contre des professeurs, encore très récemment. On a eu des gamins, dont un gamin de 10 ou 11 ans ou 12 ans, qui a été arrêté dans l'Essonne il y a quelques semaines parce qu'il avait il nourrissait des projets terroristes. Donc on a quand même des signaux extrêmement inquiétant. Oui, mais excusez-moi, je rétorque à ça. Je rétorque à ça que, on a des signaux inquiétants. Quand un lycéen américain blanc comme moi, qui n'a rien à voir avec l'islam, se pointe dans son lycée et tue 12 personnes, c'est le même ressort. Donc, qu'est-ce qu'a à voir l'islamisme là-dedans ? C'est un vrai sujet, en fait. Pourquoi est-ce qu'on couple ? Pourquoi est-ce qu'on ne découple pas ? 20 secondes. Mais la plupart des cas auxquels vous faites allusion aux États-Unis sont clairement des cas de déséquilibre psychologique. Avec l'islamisme, on rajoute un facteur d'incitation. Et un facteur d'incitation qui peut fonctionner, et probablement aussi dans certaines familles où on est plus perméable
à cette problématique. Philippe Bilger. Je dirais que l'assassinat d'honneur, pour prendre ce terme, est presque plus dangereux et plus difficile à maîtriser que l'autre. Je suis d'accord avec Philippe. Merci beaucoup. C'était passionnant de vous écouter tous les quatre. Claude Moniquet, merci beaucoup. Président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE. Merci 1000 fois. On était très heureux de vous accueillir, Farid. Merci d'avoir été avec nous. C'était premier réussite. Bravo Farid. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Dans un instant, les vraies voix de l'emploi. On va vous parler des Français à l'étranger, les expatriés, parce les expats, comme on dit, vous êtes plus d'1 million, presque 2 millions, en tout cas, à aller travailler à l'étranger. Non, on la garde, Françoise. On la garde. On la garde. Déjà, moi. Voilà, on lui a mis un collier à la patte. Je suis bord de la route avec Philippe avec les croquettes. Mettez 2 sacs s'il vous plaît, si vous passez. Allez, on vous embrasse. On vous parle emploi dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour, je suis tomatologue et je vous propose une